Il est 13h partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. À Yamoussoukro, hier, dans la matinée, le Premier ministre Patrick Achi a procédé à l'ouverture du séminaire gouvernemental. Occasion pour les membres du gouvernement de dresser le bilan 2022 de leurs actions en vue de fixer les priorités pour 2023. Dans cette édition, vous serez éclairés sur le mode opératoire sur lequel s'aligne ce séminaire. Ce sera avec notre reporter Mahama Traoré dans un instant. Nous irons à Korogo suivre la sortie de 1263 nouveaux sous-officiers de police. Ils ont défilé sous le regard de leurs familles et amis dans les couleurs de la police nationale. Ils constituent la deuxième promotion de l'école de police Amadou Koulibaly de Korogo. C'était en présence du ministre de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, de leur marraine, la ministre Anne-Désirée Ouloto. En République démocratique du Congo, les combats se sont poursuivis hier samedi au Nord Kivu. De nouveaux violents affrontements opposaient l'armée congolaise aux rebelles du M23 dans l'est du pays. Des combats qui auraient fait une dizaine de victimes parmi les civils. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous suivre. Zéro clinique illégale d'ici 2025, c'est l'objectif que s'est fixé la direction des établissements privés et professions sanitaires, en abrégé l'ADEPS. L'institution évolue sous la coupole du ministère de la Santé. À travers cet objectif, les ambitions du ministère de la Santé pour ce qui concerne bien sûr la lutte contre l'illégalité dans laquelle opèrent certains établissements sanitaires privés semblent bien affichés. Comment parvenir à cet objectif de zéro clinique illégale d'ici 2025 quand on sait que 81% des cliniques privées en Côte d'Ivoire sont dans l'illégalité? Comment aider ces établissements de santé privés qui désirent exercer en toute légalité à rentrer en possession de leurs agréments? Qu'est-ce que l'ADEPS, la direction des établissements privés et professions sanitaires, ses missions et son action pour ce qui concerne le sujet à l'ordre du jour ce dimanche? Eh bien, pour en parler, nous recevons ce 13h la directrice des établissements privés et professions sanitaires, le docteur Biti Marie-Joseph. Docteur, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Monsieur Guivet. Alors avec vous, nous aborderons le sujet annoncé, mais avant cet entretien, eh bien regardons ensemble à cette actualité qui se déroule du côté de Yamoussoukro, la capitale politique depuis hier. Le gouvernement est en séminaire, un séminaire au cours duquel les membres du gouvernement dressent le bilan 2022 de leurs actions en vue de fixer les priorités pour 2023. Séminaire présidé par le chef du gouvernement Patrick Achi et loin des objectifs photos et autres caméras. En quoi consiste cette séance de travail sur son mode opératoire? Réponse avec notre reporter Mahama Traoré. Intervenir en 10 minutes, c'est l'exercice auquel est soumis chaque ministre pour ce séminaire gouvernemental. Non autorisé aux médias, cette prise de parole vise à présenter le bilan d'activité 2022 et les priorités pour 2023. En ce qui concerne la sécurité intérieure, nous avons, sur les 52 projets que nous avions pour l'année 2022, nous avons réalisé 32. Il y a 19 autres qui sont en cours de finalisation. Nous entendons continuer sur cette dynamique pour faire en sorte que la sécurité soit de mise sur chaque centimètre carré de notre territoire. En ce qui concerne le ministère de l'équipement et de l'entretien routier, si vous êtes à Abidjan, vous voyez le 4e pont, le 5e pont, les voies de contournement qui sont en train d'être réalisées. Mais ces chantiers ne sont pas terminés. Tous ces chantiers vont se poursuivre en 2023. Et aussi, si on prend les routes en terre, aujourd'hui, avec ces pluies exceptionnelles qu'il y a eu, il y a presque 960 points de coupure sur le réseau national. Nous allons donc en 2023 vraiment essayer de remettre à niveau un certain nombre d'itinéraires, donc sur les routes en terre, environ 23 000 km qui vont être traités. Et en ce qui me concerne, nous avons à travailler sur 4 axes. D'abord, réussir la CAN 2023, les infrastructures de la CAN. Dans le mode opératoire indiqué par la primature, les présentations des ministres sont suivies d'échanges, questions, observations et des contributions dans l'unique but d'affiner l'efficacité de l'action gouvernementale. Chacun était soumis à des questions et on a eu l'occasion de poser des questions à l'ensemble de nos collègues. Et il n'y a pas de sujet tabou. Toutes les suggestions ou critiques étaient les bienvenues. Il y a eu des questions sur le volontariat, sur les TIMO, la pérennisation du programme des TIMO. Il y a eu des questions sur les institutions socio-éducatives, ce qu'on appelle les centres culturels, puisqu'il y a un vaste programme de réhabilitation de ces centres déjà pour l'année prochaine. Après l'exercice auprès de l'Assemblée nationale où nous avons justifié l'utilisation des ressources, mais surtout nous avons projeté nos actions pour 2023, il était commun et normal
qu'en cours d'exercice dans l'année, nous puissions venir présenter au Premier ministre les états d'avancement de nos différents projets et programmes. Et pour ce deuxième séminaire gouvernemental de l'ère Patrick Achi à la primature, il est prévu la participation des organes représentatifs du secteur privé ivoirien lors de la journée de clôture. Comme quoi, l'exécutif ivoirien démontre toujours sa volonté de bâtir un tandem gagnant avec le monde des affaires, chose utile dans ce contexte économique mondial fortement troublé. Et à 6000 km d'ici, à Paris, en France, le président de l'Assemblée nationale, Adama Barrow, représente le président de la République, Alassane Ouattara, au Forum de Paris sur la paix, qui en est à sa 5e édition. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Barrow, a porté le message du chef de l'État, Alassane Ouattara, au président français, Emmanuel Macron, qui présidait un panel de haut niveau dans l'après-midi au Palais Brongniart. Depuis Paris, Abiba Dambélé, Sawé Keriadama. La 5e édition du Forum de Paris sur la paix porte sur les moyens de surmonter la multicrise et éviter une aggravation de la polarisation mondiale qui mettrait en péril les efforts de coopération internationale sur des sujets d'importance majeure. Le forum est donc une occasion offerte aux dirigeants du monde de délivrer leur message sur les questions de multilatéralisme et de gouvernance mondiale. La guerre en Ukraine et ses conséquences se sont invités au débat du panel de haut niveau, présidé par Emmanuel Macron, le président de la République française. Et le message du président Alassane Ouattara, porté par le président de l'Assemblée nationale, Adama Barrow, était très attendu. Je voudrais, au nom du président Alassane Ouattara, vous exprimer toute sa gratitude et sa reconnaissance, mais je suis porteur de son message. Monsieur le Président, vous avez évoqué le problème russo-ukrainien. Je voudrais d'abord saluer ce forum qui arrive à propos, qui épouse un contexte qui doit nous amener le monde entier à relever les défis qui se présentent à nous. La crise énergétique, la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, il y a un nouvel ordre économique qui est en train de se définir. Il y a un nouvel ordre géopolitique qui est en train de se définir. Mais, Monsieur le Président, nous devons faire face. Nous devons refuser le repli identitaire. Nous devons refuser le repli des pays. Plus que jamais, la mutualisation de nos forces doit être donc au rendez-vous. Parmi les panélistes issus de tous les continents, le président de la CEDEAO, Embalo Sissoko, prône le dialogue entre les Russes et les Ukrainiens. La paix, il faut qu'on parle. Aujourd'hui, les gens parlent que la Russie est l'Ukraine. Mais le problème ne reste pas juste dans ces deux pays. Il faut qu'on soit juste. Il y a des problèmes en toute partie du monde. Moi, j'étais en Russie et j'étais à Kiev. Je pense qu'il y a beaucoup de pays occidentaux qui partent juste à Kiev et ne partent pas à Russie. Mais l'Afrique est partie pour voir que cette position, c'est très important. Pour montrer que nous ne sommes pas partis là-bas demander des blés et des engrais. Parce que nous ne sommes pas des mendiants. Même si nous sommes pauvres, nous sommes dignes. Depuis la survenue de la guerre russo-ukrainienne, une grande partie de l'humanité est touchée par les retombées du conflit. Et le président Macron propose des solutions et l'une d'entre elles est le multilatéralisme et un nouvel ordre mondial coopératif. Cette guerre vient percuter beaucoup de choses en Europe et elle est existentielle à de multiples égards pour nous tous, mais elle vient s'ajouter à beaucoup de problèmes qui préexistaient et qui sont très forts, de grande pauvreté, d'inégalités économiques et sociales, de famine, de confrontations stratégiques en cours et qui advient, et qui font que je crois que s'il y a une tension qui est apparue, et s'il y a un double standard qui a été perçu, c'est de dire que ce sujet n'écrase pas tous les autres. Mais c'est l'intérêt de chacun de jouer l'universalisme, parce que c'est le seul moyen de régler les problèmes qui sont les nôtres. Et je le dis, y compris pour, par exemple, les problèmes qui peuvent parfois le plus diviser, y compris nos sociétés. Le Forum de Paris sur la paix bénéficie du soutien du président Alassane Ouattara, qui a participé en novembre 2018. La Côte d'Ivoire qui entretient d'excellentes relations d'amitié et de coopération avec la France.
Retour sonotropique au nord du pays, dans la région du Poro. Il y avait foule à Korogo à la cérémonie marquant la sortie de 1263 nouveaux sous-officiers de police. Ils ont défilé pour la première fois, et cela de façon officielle, sous le regard de leurs familles et amis, dans les couleurs de la police nationale. Ils constituent la deuxième promotion de l'école de police Amadou Coulibaly de Korogo. Ils ont été invités par le ministre de la Sécurité, le général Bagondo Diomandé, et leur marraine, la ministre Anne-Désirée Oloto, à demeurer des exemples en gardant toujours en mémoire le code de bonne conduite de la police nationale. Léon Brou. 1272 au départ, la promotion 2021-2022, la deuxième de l'école de police Amadou Coulibaly de Korogo, apte à servir avec 9 sous-officiers de police en moins. 2 décès, 3 redoublements, 4 radiations. La bonne conduite d'un élève policier ne doit pas être négociable et ne sera jamais négociable. Je salue donc les décisions de radiation qui ont été prises à l'encontre de 3 des vôtres. Ils ont été radiés pour vol, ils ont été radiés pour détention et consommation de drogue. Des faits qui sont parfaitement intolérables pour tout citoyen, a fortiori pour un élève policier. Un autre élève a été radié pour faux diplôme. Ces 1263 nouveaux sous-officiers de police, dont 154 femmes, donc félicités pour leur mérite par la marraine, la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Oloto, et le ministre de l'Intérieur, Bagondo Diomandé. En leur remettant les épaulettes, insigne de leur grade, tous deux fixent à ces nouveaux fonctionnaires de police les attentes du gouvernement. Travailler selon le code de bonne conduite à améliorer l'image de la police nationale. Chers fidèles, vous devez rester ferme dans l'application des lois, disponible pour les usagers des services de police, débordant de charité pour quiconque sollicitera votre secours et surtout, soyez professionnels dans l'application des consignes de travail que vos chefs vous donneront. Rappelez-vous que qui se réfère à sa hiérarchie ne se trompe jamais. Toutes les brebis galeuses seront sanctionnées parce que nous voulons une police noble, une police honnête, une police exemplaire qui est au service donc des populations. Loyauté, combativité, sens du devoir, entre autres valeurs conseillées par le ministre de l'Intérieur, Bagondo Diomandé, et la marraine de la promotion, Anne-Désirée Oloto. Le but, rendre hommage à l'ex-sergent Sangaré Vakaba et au défunt Premier ministre Amadou Coulibaly, dont cette promotion et l'école de police de Korogo portent respectivement le nom. Voilà, présent également à cette cérémonie de sortie de sous-officiers de police, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly. Tout autre chose à présent, un forum international d'échange portant sur la problématique de l'urbanisation des villes africaines. Se tient en ce moment à Abidjan, le foncier, frein ou levier de la transformation urbaine. C'est autour de cette question que réfléchissent investisseurs, bailleurs de fonds et institutionnels. Objectif, trouver des mécanismes pour faire des villes ivoiriennes des pôles viables, agréables et sécurisés. Lanciné Bakayoko. De Dakar à Lagos, en passant par Abidjan, les capacités d'attraction et de rayonnement des villes africaines commencent à être sérieusement remises en question, à cause notamment de l'accumulation des dysfonctionnements résultant d'un urbanisme désarticulé, d'un étalement non régulé et d'un retard en matière d'équipement urbain, en particulier dans les infrastructures de transport. Aujourd'hui, nous avons 52% de population urbaine en Côte d'Ivoire. Et Abidjan, la capitale économique, compte entre 5 et 6 millions d'habitants. On centre pratiquement 36% de la population urbaine. Premier levier à clarifier, la question foncière. Il s'agit avant tout de sécuriser le cadre d'action des opérateurs, qu'il s'agisse de l'accès aux fonciers constructibles, de la réglementation administrative et fiscale ou de la justice. Au-delà du foncier, c'est quelle est la politique même de valorisation foncière que le gouvernement entreprend, que le ministère entreprend, mais c'est transversal parce que le ministère de la construction seul n'occupe pas l'animation foncière dans la ville. Il y a d'autres départements parce qu'il y a des activités commerciales, il y a des activités industrielles, il y a des activités médicales, il y a des activités éducationnelles et tous ces points-là, il faut quand même qu'on puisse avoir
un vecteur central, un point central qui pourra coordonner, animer, rendre tout ça cohérent et puis pouvoir le rendre lisible pour tout investisseur que nous, acteurs opérationnels, nous pouvons être. Aujourd'hui, il est question de reconnaître l'enjeu du développement économique urbain comme prioritaire au sein des politiques nationales. Lorsque l'urbanisation est spontanée, peu structurée et non contrôlée, il nous paraît difficile d'avoir des objectifs d'équité, d'atteindre les objectifs d'équité, d'accès aux services de qualité et de durabilité. En la matière, la Côte d'Ivoire est sur une bonne trajectoire. Le pays mobilise les grands bailleurs de fonds sur des programmes de développement intégrés et associe davantage les acteurs économiques. Un frein et un levier. Dans le fil de l'actualité, cette rencontre entre le médiateur de la République et ses points focaux, les chefs de cabinet qui auront pour mission de représenter l'institution dans leur ministère et autres départements. Une rencontre pour les instruire sur les missions de l'institution. Largoretti, Abou Sanogo. Le médiateur de la République de Côte d'Ivoire actionne ces points focaux pour mieux gérer les requêtes. L'institution dispose d'un point focal dans chaque ministère et institution du pays. Ils sont pour la plupart des chefs de cabinet représentant le médiateur de la République. Et ils sont donc instruits sur l'institution elle-même, son organisation et ses missions. On a été désigné comme point focal du médiateur au niveau de notre ministère pour régler les différents conflits qui pourraient être constatés et instaurer un véritable dialogue avec nos syndicats, être à l'écoute également de tous les différents collaborateurs du ministre et éventuellement prévenir toute forme de conflit. C'est important parce que ces points focaux permettent à l'institution de médiateur de la République de faire évoluer les différentes requêtes que nous recevons au niveau de notre institution. C'est vraiment une rencontre pour pouvoir améliorer, performer les services du médiateur de la République, notamment dans la partie du traitement des requêtes. Ces points focaux vont aider à améliorer l'efficacité dans le traitement des requêtes pour des cas d'abus, d'erreur ou d'omission dans l'administration. Nous, en tant qu'organe de médiation, qui travaillons sur les conflits qui peuvent naître entre l'administration et les administrés, il était normal que nous ayons les points focaux pour les informer sur notre façon de travailler, ce qu'on attend d'eux et bien entendu sur les textes qui gouvernent notre institution. Nous attendons de l'administration, par l'intermédiaire des points focaux, une très bonne collaboration pour qu'on aboutisse aux solutions que nous recherchons pour un dossier donné. Le médiateur de la République est un organe de renforcement de la bonne gouvernance administrative et de l'état de droit. Après les efforts fournis, le soulagement. Mieux, la satisfaction d'entrer en possession de son parchemin. 77 cadres issus d'entreprises publiques et privées en Côte d'Ivoire et à l'international formés au management viennent de recevoir leur diplôme après une formation qui leur a été dispensée par le MDE Business School. Avec cette 11e promotion, le nombre de cadres formés par l'établissement va au-delà des 1500 cadres. 3 cadres de la RTI sont au nombre des impétrants. Didier Nguessan. 9 mois de formation, 210 heures de cours, une cinquantaine de conférences et cas pratiques à Abidjan et à Barcelone en Espagne. Ce programme a été dispensé à ces cadres d'entreprises au nombre de 77. Il constitue la 11e promotion du programme for Management Development, PMD, de la MDE Business School basée à Abidjan. Ils reçoivent leur certificat de fin de formation. Il y a un processus pour prendre des décisions. Et ces éléments nous ont été vraiment administrés avec le PMD pour pouvoir augmenter la performance de nos équipes d'abord, la performance de nos entreprises de façon particulière. C'est une formation qui nous permet d'avoir un autre état d'esprit, un autre niveau de management et savoir vraiment tirer le profit des uns et des autres pour donner une croissance à nos entreprises. La RTI est donc consciente des efforts que tout dirigeant et tout cadre doit faire. Ne pouvait que faire participer ces cadres et dirigeants à une telle formation qui, pendant 9 mois, nous a apporté beaucoup. Ces 9 mois de formation nous ont permis d'avoir un large horizon des différents corps des métiers et ce n'est qu'à mettre à l'actif de nos différentes entreprises. Ouverte en 2003, cette institution de formation continue a permis de renforcer les capacités de management et de leadership de plus de 1500 cadres. Nous espérons que la formation qu'ils reçoivent, ça les aide à améliorer leur
expérience professionnelle, disons, à tirer profit de toute l'expérience qu'ils avaient déjà pour être encore beaucoup plus performants. Donc c'est pour nous une grande satisfaction de voir les résultats. Ces ressources humaines, issues de plusieurs secteurs d'activité, pourront faire bénéficier des connaissances acquises aussi bien à leur employeur qu'à leur famille et à la société en général. Parlons à présent de la finale de la 3e édition du concours Africa Green Lady Day, une activité portée sur le développement durable à travers les projets innovants présentés par des femmes. Cette année, c'est le projet de recyclage de la noix de palme qui a retenu l'attention du jury. Kader Sogodoko. Elles étaient environ une centaine au départ. Mais c'est seulement 30 parmi elles qui ont apporté des projets sur le développement durable de l'édition 2022 du concours Africa Green Lady qui a été remporté par Dame Aoutou Afoué avec son projet qui consiste à recycler des noix palmistes. Elle utilise ces noix pour produire de l'huile, du savon et divers autres produits. Je dis merci au Seigneur pour cette victoire parce que mon intention depuis longtemps, c'était de pouvoir avoir les moyens pour pouvoir mettre ce projet en place. La présidente du concours, Bernadette Diekona, salue la qualité des projets et exprime sa joie de voir les femmes tenir compte de l'impératif de développement durable dans la plupart de leurs activités. Elle en appelle à un soutien plus concret et plus accru des autorités ivoiriennes et des bailleurs. À ce concours qui suscite un grand engouement auprès des femmes. Nos mamans et femmes ont besoin de moyens financiers pour mettre en valeur leurs projets. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel au gouvernement, au cadre de la région et au président de la COP 15, que je nomme le ministre Alain Dombaï. Le concours African Green Lady était placé sous le patronage du président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, et sous le coparrainage des ministres Amédée Kouakou et Souleymane Diarra-Souba, représentés pour la circonstance. Le nouveau délégué régional du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, du district d'Abidjan, a été investi hier samedi dans sa commune, à Tékoubé. Il s'engage durant son mandat à lutter contre l'incivisme sous toutes ses formes. C'était en présence d'élus cadres et chefs traditionnels. Parrain de la cérémonie, le président du Conseil régional du Bounkiani, Ian Philippe. Reportage. Élu pour un mandat de 3 ans, Ibrahim Diarra-Souba est le nouveau délégué régional du Conseil national des jeunes du district d'Abidjan. Une mandature placée sous le sceau de la lutte contre l'incivisme sous toutes ses formes. Le nouveau délégué entend compter sur le soutien de la jeunesse d'Abidjan pour l'atteinte de ses objectifs. Pour inculquer les bonnes mœurs aux enfants et aux jeunes. Ce thème qui semble banal est hélas aujourd'hui le quotidien de nos populations, en particulier la jeunesse, qui, à la base de certaines œuvres négatives. Notre mission durant ces 3 années, à venir à travers le district d'Abidjan, est d'éradiquer ce phénomène par les caravanes de sensibilisation au plan éducatif, transport, salubrité et les NT. Grâce à ce jeune homme-là, aujourd'hui au niveau d'Atokoubé, on ne parle plus des microbes. C'est lui qui a fait sortir toute la jeunesse d'Atokoubé pour organiser une marche de protestation, n'est-ce pas, contre ce fléau-là. Donc nous ne sommes pas surpris de le voir aujourd'hui à ce niveau-là. L'installation du nouveau délégué régional du CNJ du district d'Abidjan a reçu la caution des chefs traditionnels et religieux. Et pour mener à bien cette mission, Ibrahim Diarra-Souba a bénéficié également du soutien des cadres du district et surtout celui du président du conseil régional du Boukani. On constate que la jeunesse a décidé de prendre ses responsabilités, d'assumer son rôle et de contribuer effectivement donc à la gestion de nos différentes cités. La jeunesse dans son ensemble est invitée à demeurer responsable et développer l'esprit de l'auto-emploi, des facteurs qui permettront sans doute à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Un reportage de Godefroy Okambawa. Sachez, madame, monsieur, que les écoles privées laïques de Côte d'Ivoire n'entreront pas en grève demain lundi 14 novembre, comme cela avait été annoncé le 25 octobre dernier. Les fondateurs de ces établissements réunis au sein de la conférence des associations des fondateurs d'écoles privées confessionnelles et laïques de Côte d'Ivoire viennent de lever ce mot d'ordre au cours d'un point de presse tenu à leur siège le vendredi dernier. On les écoute, ils sont au micro de Serge Coléa. Le jeudi 10 novembre 2022, la conférence des associations des fondateurs d'écoles privées confessionnelles et laïques de Côte d'Ivoire a été reçue par Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, puis le vendredi 11 novembre 2022 par le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage
pour échanger sur les maux des établissements privés de formation et d'éducation. Les présidents des fêtières notent avec satisfaction la ferme volonté de Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation d'accorder une oreille attentive à l'ensemble des préoccupations évoquées par le secteur privé de formation et d'éducation. Elle les a informés des mesures prises pour payer les mandats acheminés au Trésor. En outre, elle a rassuré les présidents sur l'existence des commissions de travail œuvrant pour trouver des solutions aux problèmes liés à l'équilibre des budgets, à la revalorisation des frais de collage et à la renégociation des conventions. Étant donné le souci premier des présidents des fêtières du secteur privé de formation et d'éducation d'assurer aux enfants de Côte d'Ivoire une prise en charge de qualité dans un environnement apaisé, la conférence des présidents lève le mot d'ordre de fermeture des écoles du 14 novembre 2022 pour laisser place au dialogue et à la négociation. Voilà, ici, le ciel semble désormais bleu et bien dégagé du côté des écoles laïques avec cette levée de mot d'ordre de grève. On peut en dire autant sur les commerçants, des commerçants qui ont été invités par des organisations de leur secteur d'activité à observer dès lundi un arrêt de travail sur toute l'étendue du territoire national. L'UCCI, l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, se désolidarise de l'appel lancé par les auteurs de ce mot d'ordre. L'UCCI appelle plutôt les commerçants de Côte d'Ivoire à continuer leurs activités, estimant que l'arrêt de travail n'est pas la solution à la vie chère. Propos du président de l'UCCI pour la vallée du Bandama, recueilli par notre reporter Léon Brou. Je lance un appel à tous les commerçants du Boké, grossistes détaillants, les 24 marchés, d'ouvrir les magasins. On va trouver une formule avec l'État pour travailler ensemble. Chacun n'a qu'à ouvrir, faire son activité. S'il y a un problème, il n'a qu'à nous faire signe. À présent pour parler de cette action de cœur, le conseil régional du NZI, sensible aux difficultés rencontrées par les sinistrés victimes des inondations de Dimbokro, fait parler son cœur. Les sinistrés ont reçu l'assistance du conseil régional du NZI, 12 millions de francs CFA en vivres ont été mis à la disposition de 300 familles. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Sachez également que dans cette édition, nous parlons de culture et surtout d'un écrivain engagé, auteur d'une quarantaine d'ouvrages, récits, romans et même littérature pour enfants. Rien n'échappe à la plume de l'écrivain universitaire Josué Guébo, un explorateur des belles lettres. L'Observatoire national de la vie et discours politique et le Centre de recherche et d'études en littérature et sciences du langage ont décidé, à travers un colloque de 3 jours, de réfléchir sur les figures, postures et parcours de ce professeur de philosophie. Franck Quadio. Le Grand Prix national Bernard Dadier 2017 de littérature à Josué Guébo. Un prix en 2017. Une énième reconnaissance du style percutant et incisif dans l'univers philosophique de l'écrivain, philosophe, dramaturge, novelliste et poète ivoirien Josué Guébo. Une floraison littéraire qui interroge le monde universitaire. Ce colloque est initié autour de l'engagement chez Josué Guébo, force et sens d'une écriture militante. Parmi les écrivains de la nouvelle génération, nous constatons que Josué Guébo a un rythme effréné au niveau de sa production. Sa première œuvre poétique publiée ne date que de 2009. En célébrant aujourd'hui l'écriture de Josué Guébo, nous célébrons naturellement une partie culturelle de la Côte d'Ivoire. Nous célébrons justement la tendance à l'engagement, parce que c'est la thématique phare et c'est l'un des points clés de notre démarche de recherche. 3 jours de panel, d'échanges et de communication. À la base, poète engagé, Josué Guébo est aussi un transgenre littéraire, naviguant allègrement entre littérature pour enfants et écrit philosophique. Un mérite reconnu. Ce qui m'a frappé dans son œuvre, une densité de l'écriture qui ne va plus simplement dans le terroir, mais qui est aussi une ouverture dans le monde. Il faut du temps pour que les questions de l'identité réelle, notre propre identité, s'affichent et s'affirment, se développent dans ce écrit. Et là, je crois que Josué va vite. De grosses têtes, venues de divers horizons, s'est penché sur le discours et la stylistique de Josué Guébo. De grosses têtes, mais aussi de petites mains curieuses. Cet élève, en classe de 4e, fait de l'écrivain son idole. J'aime ce livre parce qu'il donne des conseils et il permet aux autres d'avancer. Un colloque dédié à un auteur. Pour le concerner, c'est plutôt une invite
à renforcer les sillons tracés. On n'est reconnu que par autrui. Et donc, si le lectorat, si les analystes, les scientifiques estiment que votre œuvre mérite d'être analysée, d'être lue, vous ne pouvez être reconnaissant. Josué Guebo, universitaire et professeur de philosophie, est aujourd'hui auteur d'une quarantaine d'œuvres littéraires et scientifiques. Il a été en 2012 président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, AECI. Et dans l'actualité internationale, nous lisions dans les titres en République démocratique du Congo. Les combats se sont poursuivis hier samedi à 12 novembre. Au Nord Kivu, de nouveaux violents affrontements opposaient l'armée congolaise aux rebelles du M23 dans l'est du pays. Et les violences ont atteint le territoire de Nyaragongo, voisin du Rutshuru. Des combats qui auraient fait une dizaine de victimes parmi les civils. La société civile demande désormais aux deux belligérants, la communauté nationale et internationale, de mettre en place un couloir humanitaire pour permettre aux civils d'évacuer les zones en conflit, en couloir de 72 heures à compter de ce dimanche. De nombreux réfugiés continuent toujours à rejoindre les sites de déplacés. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier samedi 12 novembre 2022 3 nouveaux cas de Covid-19 sur 632 échantillons prélevés, soit 0,5% de cas positifs, 6 guéris et 0 décès. À la date du 12 novembre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 87 854 cas confirmés, dont 87 013 personnes guéries, 829 décès et 12 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 648 243. Le 11 novembre 2022, 63 818 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 21 513 056 doses du 1er mars 2021 au 11 novembre 2022. L'inauguration du centre de santé intégré du village de Gogouin-Léna et celle du centre culturel polyvalent de Bagouiné dans la région du Tonkoui les 11 et 12 octobre dernier ont constitué le démarrage de la caravane annuelle de la solidarité. Cette caravane est une initiative de la Fondation Lonassi qui, pendant plus de 3 semaines, va offrir des infrastructures de développement à plusieurs localités du pays. Issa Chonoyeo. Voici le nouveau centre médical intégré du village de Gogouin-Léma dans le département de Biankouma. L'édifice sanitaire est inauguré pour le grand bonheur des populations. Il comprend une maternité et un dispensaire. À cela s'ajoute un logement de 3 pièces flambant neuf au profit du personnel médical. C'est un don de l'entreprise citoyenne de la Fondation Lonassi. Je voudrais, au nom du directeur régional de la santé empêché, traduire la reconnaissance de notre ministre de la Santé à la Fondation Lonassi. Nos dons de cette infrastructure de base, les femmes de Léma Gogouin désormais viendront accoucher dans les bonnes conditions avec du personnel qualifié. Et je voudrais particulièrement m'adresser à nos femmes, à nos mères, à nos sœurs. Il faudra fréquenter ce centre. C'est pour vous qu'il a été bâti. Au nom de son président, Diabaté Fatoumata, directrice exécutive de la Fondation, donatrice, émet le vœu de voir ces infrastructures socio-communautaires contribuer à l'épanouissement des bénéficiaires. Le vœu du directeur général de la Lonassi et président de la Fondation Lonassi est que ce centre de santé améliore sensiblement la prise en charge sanitaire des populations de Gogouin et de Léma et même des villages environnants. Il vous invite par conséquent à en faire bon usage et à veiller à son entretien régulier. Après le village de Gogouin-Léma, la caravane du social fait aussi des heureux à Bogouiné, localité située à 15 km de Mans. Un centre socioculturel polyvalent est offert à la population en réponse à la doléance formulée par une mutuelle du village. Désormais, c'est à vous qu'il appartiendra de faire en sorte que ce centre soit un centre du vivre ensemble, un centre de bien-être pour toute la population. La caravane de la solidarité, portée par cette fondation, poursuit sa marche. Elle s'étendra sur plusieurs localités du pays.
Un reportage commenté par Paris, Tchonanyeo, place à présent à l'entretien de ce 13h, le Dimanche Magazine. Assainir le secteur privé de la santé, c'est l'initiative engagée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle. Une mission d'évoluer une direction, la direction des établissements privés, professions sanitaires, on a abrégé la DEPS. Et nous recevons ce 13h, la directrice de cette institution, Dr Biti Marie-Joseph, bonjour. Encore merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, quelles sont vos missions à la direction des établissements privés et professions sanitaires ? Merci. La direction des établissements privés et des professions sanitaires a 10 missions selon le décret portant organisation du ministère. Ces 10 missions se regroupent en 2 domaines, je pourrais dire ça comme ça. D'abord, le secteur privé avec la question des établissements, plus spécifiquement, et la question des professions et professionnels de santé, y compris donc les internes, les étudiants hospitaliers. Nous avons donc des missions de contrôle, de régulation, de mise en place d'une réglementation, de normes et directives. Je peux dire ça comme ça. Et l'une de vos missions consiste justement à rechercher des établissements sanitaires privés qui évoluent dans l'illégalité. On peut dire les choses ainsi, n'est-ce pas? Oui, absolument, on peut dire ça comme ça, parce que nous avons pu constater, suite à une étude qui a été menée par le ministère lui-même, qu'il y a 81% d'établissements sanitaires privés illégaux. On emploie le mot clinique, c'est un mot générique qui regroupe tous les établissements sanitaires privés, y compris les polycliniques, les cliniques, centres de soins infirmiers, établissements d'entreprise, même les pompes funèbres font partie de cette structure. Donc, cette étude a été menée et a permis de faire ressortir le pourcentage d'illégaux. Donc, c'est pour ça que nous avons aspiré à une opération d'assainissement. Alors, évoluer dans la légalité pour ces établissements, qu'est-ce que cela sous-entend? Évoluer dans la légalité, ça sous-entend avoir ses papiers. Avoir ses papiers? Oui, avoir les papiers. Le papier, qu'est-ce que c'est? C'est un arrêté portant autorisation d'ouverture et d'exploitation délivré par le ministre de la Santé. Alors, ce papier, c'est la fin d'un processus, je peux dire ça comme ça, et le début du processus, c'est une demande d'autorisation qui est faite à monsieur le ministre de la Santé. Et donc en situation d'irrégularité, tout établissement qui ne dispose pas de ces papiers, les papiers dont vous parlez? Absolument, ou dont les papiers ne sont pas à jour. Alors à ce jour, combien d'établissements évoluant justement dans l'illégalité avez-vous à dénombrer? Bon, au-delà des 81% d'illégaux, du point de vue des chiffres, si je prends le problème à l'envers, nous avons environ 280 établissements qui sont dans la légalité. Ce sont des établissements qui ont donc les papiers. Tout le reste n'ont pas les documents nécessaires à un exercice légal, à un exercice légal, à une exploitation et à une ouverture de l'établissement dans les meilleures conditions. Alors, des chiffres qui vous donnent assurément une bonne marge de manœuvre dans votre action, n'est-ce pas? Marge de manœuvre, oui, mais surtout on voit l'ampleur donc de la tâche qui est donc de faire en sorte que les établissements soient réguliers. Voilà. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous avons lancé, monsieur le ministre a bien voulu lancer l'opération Zéro clinique illégale d'ici 2025, afin que nous puissions assainir le milieu. La population en a besoin, nous en avons tous besoin. Alors de façon pratique, on vous retrouve souvent sur le terrain. Pour ce qui concerne l'action de contrôle, vous opérez des descentes parfois dans certains quartiers. Il vous arrive de procéder à la fermeture de ces établissements sanitaires. Juste avant que vous puissiez intervenir là-dessus, je vous invite à suivre cet élément réalisé par notre reporter Issa Tchonanyeo. Merci. Objectif, zéro clinique illégale d'ici à 2025 en Côte d'Ivoire. C'est le pari que se fixe le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le ton de la campagne est donné par le ministre Pierre Demba. Il s'agit de veiller à la régularité administrative et sanitaire des établissements privés. L'opération vise à assainir le milieu. Elle va aider à mettre fin au phénomène des officines clandestines qui exercent sans autorisation et surtout sans aucun respect des normes. Plusieurs actions sont prévues, entre autres la mise en place de l'Observatoire digital du secteur privé, le renforcement du contrôle, le démantèlement des cliniques illégales. Les guichets des agréments des entreprises sanitaires privées a été ouvert pour la circonstance.
Une plateforme numérique dénommée IDEPS a aussi été créée pour accompagner l'opération. Lancée le 5 octobre dernier, la campagne se poursuivra jusqu'au 9 décembre prochain. 2 mois de sensibilisation avant de passer à la phase de répression. Alors docteur, on l'a vu dans cet élément de notre reporter Issa Yeo, des cliniques qui seront fermées, des contrevenants donc qui seront sanctionnés. Dans le détail, expliquez-nous un peu en quoi tout cela va consister. Alors, nous avons offert une opportunité. Monsieur le ministre a donné cette opportunité aux établissements illégaux de se régulariser et pour cela, une campagne de régularisation administrative est lancée. Cette campagne de régularisation administrative, comme a annoncé le reporter, c'est qu'elle s'arrête le 9 décembre. Après le 9 décembre, nous allons procéder à des contrôles intensifs. Nous menons déjà des contrôles. Et à la suite de ces contrôles, nous faisons des sensibilisations, des mises en demeure, des fermetures immédiates ou reportées. Nous faisons aussi parfois des félicitations dans ces contrôles. Mais après le 9 septembre, nos contrôles vont s'intensifier, allant jusqu'à la fermeture des établissements. Et je peux dire aussi au démantèlement de réseaux qui a sur la place, qu'il y a dans le pays, qui permettent à certaines structures d'exercer, d'avoir des établissements ouverts, mais dans la pleine illégalité. Alors croyez-vous que ces actions de terrain que vous menez contribuent à les décourager ou plutôt à les inciter à faire un pas, un saut dans la légalité? Nous espérons que ces actions les incitent à faire un saut dans la légalité. En tout cas, c'est l'objectif de l'opération Zéro clinique illégale d'ici 2025. Donc voilà. Alors parlons à présent de cette procédure qui a initiée pour permettre à ces établissements sanitaires privés d'exercer en toute légalité. En quoi consiste-t-elle? Alors, pour exercer en toute légalité, j'ai dit qu'il fallait avoir, entre guillemets, les papiers. Les papiers, qu'est-ce que c'est? C'est un arrêté délivré par Monsieur le ministre de la Santé qui permet donc l'ouverture et l'exploitation de l'établissement en question. Donc, ça suit une procédure. La toute première procédure, c'est la demande. Si vous ne demandez rien, on ne peut pas vous demander quelque chose. Et si vous ne demandez rien, c'est que peut-être vous voulez rester dans l'illégalité. Donc, déjà, il faut faire la demande à Monsieur le ministre. Et maintenant, nous avons 2 procédures. Une procédure manuelle, physique, d'instruction du dossier, et nous avons aussi une procédure digitale à travers donc le site qui a été mis en place, qui a été lancé par Monsieur le ministre. Il s'agit ici du site web www.deps.santé.gouv.ci. Donc, il y a 2 canaux, disons, pour pouvoir instruire les dossiers, pour pouvoir déposer les dossiers et faire en sorte qu'ils soient instruits et que s'ils le méritent, si la visite de conformité par rapport aux dossiers qui sont donnés est positive, alors nous allons aller vers l'arrêté portant délivrance d'une autorisation. Et quels sont les points qui pourraient jouer justement en leur défaveur, qui pourraient empêcher que l'on leur délivre ces papiers? Ce qui pourra empêcher qu'on délivre ce papier, c'est, comment dire ça? Ce qui pourra empêcher, c'est une attestation de conformité non favorable. Conformité non favorable, ça veut dire que vous avez fait une demande pour un type d'établissement. Et ce type d'établissement, vous avez rempli les papiers concernant cet établissement. Vous avez tout fourni. Mais dans notre visite, pour s'assurer que c'est effectivement l'établissement, nous constatons que c'est autre chose. À ce moment-là, l'avis est défavorable et la personne ne peut pas évoluer vers une autorisation. Maintenant, la visite de conformité tient compte de quoi? Tient compte de la situation de l'établissement, tient compte de son hygiène, de son enseigne aussi, qui doit correspondre au niveau d'intervention, doit correspondre aussi aux services qui sont fournis et aux ressources humaines qui sont dans l'établissement. Ce sont quelques points qui sont vraiment très importants pour avoir une attestation de conformité avec avis favorable permettant d'aboutir à l'arrêté portant autorisation. Alors, une fois la procédure de demande enclenchée, combien de temps devront patienter justement ces demandeurs? Dans le cadre de cette opération, qui se veut une opération d'envergure, Monsieur le ministre Pierre Demba a souhaité que nous puissions avoir en moyenne un délai de 15 jours. De 15 jours. Et je voudrais savoir est-ce que cette autorisation est facturée? Elle n'est pas gratuite? Dans le cadre de l'opération, cette opération est facturée. C'est à hauteur de combien? Un tarif forfaitaire qui est établi pour les polycliniques
c'est 300 000. Pour les cliniques, 200 000. Pour les établissements tels que les centres médicaux et les cabinets médicaux, c'est 100 000. Pour les infirmeries, les petits établissements, c'est alors 50 000. Et tous les établissements sanitaires privés sont-ils concernés par cette procédure? Absolument. Tous les établissements sanitaires privés sont concernés. J'ai cité précédemment les polycliniques, en passant par les cabinets médicaux, cabinets dentaires, orthophonistes, kinés, laboratoires de prothèses, établissements d'entreprise, pompes funèbres, qui sont aussi concernés par cette opération. Ceux qui ne sont pas concernés, en réalité, ce sont ceux qui ont déjà un arrêté qui a été délivré à l'époque et qui est sans limite de validité. C'est le problème, mais disons que ces établissements-là ne sont pas dans l'illégalité. Nous disons ça parce que dans la réforme qui est en cours concernant le ministère de la Santé, il y a donc une orientation qui est donnée, à savoir que l'autorisation est donnée à l'établissement avec donc une limite de validité de cette autorisation. Alors, zéro clinique illégale d'ici 2025, cela est-il réellement possible? Oui. Quand on sait que, malgré les contrôles qui se font, il y a encore 81% justement d'établissements sanitaires privés qui demeurent dans l'informel. Est-ce que ce n'est pas chimérique? Oui, c'est possible. Qu'est-ce qui fonde votre assurance? C'est la volonté, à la fois notre volonté, celle du ministère et celle du gouvernement. Parce qu'il est vraiment nécessaire d'assainir. Le secteur privé est un secteur important au sein du ministère de la Santé. Il représente en moyenne 40% de l'offre de soins. Donc c'est à nous, au ministère de la Santé, d'offrir des établissements de qualité, aussi bien dans le public que dans le privé, à nos populations. Donc il est nécessaire de bien réguler et d'assainir. C'est pour ça que nous nous sommes donné le délai de 2025. Pour que, déjà la première année, on enclenche le processus, nous faisons un suivi, une surveillance et puis des contrôles intensifs qui vont donc nous permettre de régulariser la situation. C'est tellement nécessaire. Merci, Dr Biti Marie-Joseph. C'est sur ces mots que s'achève cette édition. Juste avant de rendre l'antenne, je rappelle que dans le cadre du Dimanche Magazine, ce 13h, nous recevions le Dr Biti Marie-Joseph, directrice des établissements privés et professions sanitaires, avec qui nous avons parlé de l'opération Zéro Clinique illégale, lancée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, opération qui se donne pour objectif d'assainir le secteur privé de la santé. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.